Yemotep Bekanefr, soyez les bienvenus sur le plateau d'Ikouche Kamit Congo. Aujourd'hui, nous allons vous parler dans le cadre du Couche Kamit Congo, nous allons parler de la famille. La famille est très importante et je vais ici commencer par faire un constat. Eh bien, je vis en Occident depuis plus de 25 ans. Et dans ces 25 ans, et j'ai plus de 20 ans dans le travail intercommunautaire. Et aujourd'hui, ce matin, j'étais en train de parler à quelques membres de la famille que je connais, qui dans le temps ont grandi, ont eu des enfants. Et je me suis rendu compte que les enfants des personnes avec qui j'ai grandi, des frères et sœurs, des grands cousins et petits cousins, ne se connaissaient pas. Il y a une fracture de l'entité familiale, une destruction de la famille dans le corps de son propre être. Et ceci est une situation signe d'une dégradation sociale. Et quand on parle de dégradation sociale, quand la famille se dégrade, eh bien la spiritualité tombe. L'existence est mise en danger parce que la famille est l'unité de mesure de l'évolution sociale d'un peuple, mais tout comme l'unité de mesure également du développement spirituel, les degrés d'évolution, les interactions familiales, les degrés d'évolution technologique, économique, se mettent dans les sillages du développement spirituel. Le problème est que la notion de la spiritualité a complètement été détachée de la matérialité, d'où l'on pense que la matérialité va à gauche et la spiritualité va à droite. Mais si le monde visible découle de l'invisible, et donc les visibles et les visibles marchent de pair, et comme les matériels et les physiques marchent de même, donc l'on peut vérifier le niveau spirituel d'une personne, d'un peuple, d'une nation, de par sa capacité matérielle, tout comme on peut aussi mesurer la capacité matérielle des peuples de par son niveau spirituel. Et il ne peut y avoir ici des dissonances dans les termes où on a un peuple qui est matériellement avancé, mais spirituellement bas, ça n'existe pas. Tout comme on ne peut pas avoir un peuple qui peut être spirituellement avancé et ne pas avoir le matériel, cela n'existe pas. Attention, quand nous sommes en train de parler des vies matérielles, nous devons aussi évaluer les bien-être complexifs des êtres. Parce que avoir une science, avoir développé des instruments qui détruisent la vie, ce n'est pas un développement matériel. Avoir une médecine qui détruit la vie, ce n'est pas un développement matériel. Avoir une civilisation armée aux dents avec des bombes capables de tuer des sangs de toute l'humanité, ce n'est pas un développement naturel. Le développement spirituel, c'est dans la famille. L'interaction entre les membres de la famille, le bien-être de la famille est très important. Donc, dans le Couche Kamit Congo, notre point de départ est la famille. La famille est non l'individu et l'unité de base, la cellule de base. Dans les cultures ménalentères anciens, vous savez qu'un garçon comme une fille ne pouvait pas quitter la maison de ses parents avant d'être marié. Pourquoi cela a été fait? Tout simplement, dans la maison de la famille, on est un groupe, on est une unité, on remplit les lois de la multiplicité de la nature et donc la prospérité. Quand une personne se détache de ses nucléos, se retrouve tout seul, il engendre ce qu'on appelle la personnalité, et cette personnalité identitaire, la singularité, porte au développement de la pauvreté parce qu'il manque des éléments associatifs à la prospérité. C'est ainsi que chaque fois dans les traditions anciennes qu'il y avait un mariage, c'était affaire non seulement de la famille, mais l'affaire du clan et de la communauté. Pourquoi? Le mariage est le moment de bénédiction. Quand il y a un mariage, c'est le moment où la communauté reçoit des bénédictions. C'est ainsi que chacun voulant recevoir, chacun voulant bénéficier de cette bénédiction, eh bien, tout le monde s'arrange pour, d'une certaine manière, participer à ce mariage. Participer de mille manières différentes pour recevoir cette prospérité. C'est pourquoi les mariages étaient célébrés dans
les familles, dans les quartiers, dans la maison qui reçoit, admettons que des jeunes veulent se marier et je leur propose de se marier chez moi, eh bien je vais recevoir une bonne prospérité. De par avoir laissé un mariage, c'est quoi un mariage? Le mariage, c'est le renouvellement du rite sacré, c'est lui de l'union de Chou et Tefnut pour qu'il y ait le point d'engendrement de la multiplicité. Et chaque fois qu'il y a un mariage, il y a les facteurs multiplicatifs qui naissent. Il y a une reconnexion qui se crée au moment primordial où Chou s'est réuni à Tefnut et la multiplicité est née. Et à chaque mariage, on a révisitation du même moment, de la même qualité, quantité énergétique. C'est pourquoi le mariage est un moment sacré. Le mariage, ce n'est pas un lien d'affrontement. Le mariage n'est pas un moment où on vient régler les comptes. Non, comme j'entends souvent dire que durant les mariages, il doit y avoir des combats, le mariage est une lutte. Non. Non. C'est une psychologie perverse. C'est lui de penser que le mariage est un moment de lutte. Le mariage est un moment où tout le monde sont contents parce que vous savez de ces mariages. Toutes les personnes qui vont y participer, toutes les personnes qui vont y contribuer vont recevoir des dons. Quel est ces dons? C'est l'énergie parce que, je le répète, chaque mariage, réplique encore et encore sans une solution sans fin l'énergie primordiale qui s'est créée par le contact entre Chou et Tefnut. Mère et père des multitudes. Et c'est quoi le mariage? Le mariage est une bénédiction dans un sens purement scientifique. De par cet accord créé sur le plan énergétique, une grande capacité d'énergie. Dans le niveau de la Terre, une grande capacité d'énergie qui pourront bénéficier toutes les personnes qui participent à ces mariages-là. C'est pourquoi tel moment est codifié dans la tradition. C'est pourquoi tel moment est important dans la culture. Aujourd'hui, nous sommes en train de copier les cultures qui sont de nature commerciale. En Occident, les mariages, depuis un certain temps, ont commencé à être célébrés dans les salles. Derrière les mariages célébrés dans les salles, il n'y a pas seulement la question de la rentabilité. Il n'y a aucune raison de l'organisation de l'ordre social. Absolument pas. C'est une raison purement disons, de nature économique, mais aussi des détournements de l'énergie. Parce que quand vous venez louer une salle qui est la mienne, pour pratiquer ces rituels-là, eh bien, l'énergie, j'en bénéficie moi aussi. Et si j'ai une salle qui participe, qui donne des mariages à plusieurs personnes, je suis en train de diverger cette énergie-là. Alors, je ne vais pas critiquer le pourquoi et comment elle a été pratiquée chez les Occidentaux. Mais ce que je suis en train de dire, cette pratique en Afrique, est un détournement d'énergie qui normalement était retourné vers la famille. Dans les cultures occidentales, il y a une manière qui a été faite pour recycler cette énergie-là. C'est la pratique du bouquet. Durant les mariages pratiqués en salle, il y a une culture pour laquelle la mariée se met devant et toutes les autres personnes, ou les jeunes ou vieilles personnes, les jeunes filles et les jeunes garçons qui veulent se marier vont se mettre derrière la fille. Et la fille va prendre le bouquet et lancer derrière elle. La personne qui va recevoir, attraper ces bouquets-là, eh bien, c'est la personne qui va prochainement se marier. Je sais très bien que vous avez vu ça à travers le film, mais ce n'est pas quelque chose qui est fait purement pour des beautés. C'est une manière programmée de transférer cette énergie-là, qui passe à la personne suivante, qui naturellement va être mariée. Alors, vous devez comprendre que la culture occidentale est une culture qui vient des cultures des grottes, c'est-à-dire une culture, disons, une culture, je voudrais pas utiliser les mots barbares, mais une culture non sédentaire, une culture nomade. Et d'où il était toujours question de l'individualisme, parce qu'il fallait des individus pour garder les troupeaux. Il y a une maintenue individualiste et groupiste, où il y avait des divers groupes en opposition. Donc la prospérité des uns devait être conservée à tout prix. À tout prix. Ce qui est soi doit rester dans sa propre famille, ne doit pas aller vers les autres. Pendant que le monde mélanoderme avait une proportion expansiste, c'est-à-dire, eh bien, la prospérité, elle est divisée dans tout le monde. Dans la culture noire, il n'y a pas un bouquet à jeter que les doigts doivent attraper. Ce n'est pas notre fonctionnement. Nous ne sommes pas des peuples nomades, nous sommes des peuples sédentaires, où nous avons un autre mécanisme.
Le mariage est célébré dans le quartier, dans la fête dans la maison qui est dans une maison des membres de la famille où on reçoit toutes les autres personnes, les membres du quartier et non qui viennent contribuer. Et cette énergie-là est répandue à tout le monde. Toutes les personnes habitant dans les quartiers, toutes les jeunes filles et les jeunes garçons habitant dans les quartiers où le mariage a été célébré, à l'ouvert, parce que l'énergie doit sortir. À l'ouvert, eh bien, ces mariages, cette énergie-là est répandue sur tous les membres de cette communauté-là. Et cela apporte une nouvelle prospérité. C'est pourquoi un mariage tire toujours un autre dans la conception de la compréhension scientifique dans le monde Push Kamit Congo, dans le monde mélanoderme. Eh bien, aujourd'hui, nous constatons que cette culture a été complètement perdue au profit de l'adoption d'une culture qui n'est pas la nôtre. C'est pourquoi, dans les couches Kamit Congo, nous avons lancé une réforme de la famille culturelle. Une réforme culturelle de la famille. Et cette réforme culturelle va s'asseoir justement sur la reprogrammation du mariage Couche Kamit Congo. Le mariage Couche Kamit Congo est une affaire communautaire, dans le sens qu'elle doit avoir une discipline et caractère culturel. Aujourd'hui, à quoi nous assistons? Nous assistons des individus africaines qui vont se marier. Eh bien, quand ils vont aller célébrer un mariage que j'appelle le mariage colonial, c'est-à-dire qu'on sait que l'on célèbre à la mairie parce que le pouvoir de l'État est un pouvoir colonial. Okay? Il n'y a pas un État africain qui est indépendant en ces jours. Et donc, nous avons les représentants du pouvoir colonial qui doivent ratifier les mariages. Pourquoi cela est fait? Vous devez savoir que dans le monde occidental, il y a une expression, quand il y a les rapports sexuels, on dit fac. Okay? Faut savoir que le mot fac vient c'est une singularité, une mise ensemble d'une expression bien déterminée. Pourquoi? Parce que dans le Moyen-Âge, les relations sexuelles devaient être autorisées par les rois. Eh oui. En Occident, dans le Moyen-Âge, quand on était marié, on devait avoir un certificat pour avoir des relations sexuelles. Et ces certificats-là, on devait avoir l'autorisation pour avoir des relations sexuelles. Sans autorisation, là, il n'y avait pas. D'où vous voyez, par exemple, il y avait cette culture romaine où les prêtres avaient les droits de la première nuit. Eh bien, toute cette théorisation, a conduit à une discipline bien déterminée du point de vue occidental. Pendant que dans le monde Couche Kamit Congo, dans le monde mélanoderme, nous avons une connotation complètement différente. Cette connotation complètement différente, disons, repose sur le fait que les mariages est affaire des familles, mais pas que les mariages soient propriété de la famille, mais la famille ou la communauté va se nourrir de l'énergie qui naît de ces mariages-là. C'est pourquoi nous n'avons pas la pratique de célébrer des mariages dans des salles. Et je voulais dire, en retournant des connotations, en rappelant ce dont j'étais parti, il y a une représentant, nous avons un besoin dans la culture occidentale, d'un témoin, d'un représentant de l'État. Pourquoi? Parce que c'est les représentants de l'État qui donnent, l'autorisation aux relations sexuelles d'une norme. Et il y a un équilibre, c'est-à-dire quand on va dans le bureau de l'État, il y a la famille de l'homme, il y a la famille de la femme, il y a les représentants de l'État du pouvoir colonial. Et puis, comme nous avons été absorbés dans ce qu'on appelle la religiosité imposée des églises révélées, quand vous allez dans n'importe laquelle église révélée, soit-il catholique, protestant, Pevalongo, ou ainsi de suite, jusqu'au ce qu'on appelle le groupe des réveils, vous avez un représentant. Nous avons les familles de la femme, la famille de l'homme, et vous avez un représentant de cette culture coloniale, des natures religieuses. Mais ce que l'on ne comprend pas aujourd'hui, on ne réalise pas que nous n'avons pas de mariage africain parce que les mariages que nous appelons coutumiers n'a rien à voir avec un mariage. C'est plutôt une transaction économique qui, lui, n'est encore, est un reflet de la pratique coloniale de la vente de la femme, selon la Bible. Parce que dans la Bible, nous avons bien que les femmes ont un prix.
vu que nous avons été absorbés dans cette culture des natures paternalistes, et dans le patriarcat où la femme a été objectivée, nous avons manifesté cette volonté à travers ce que nous avons été donnés comme ce qu'on appelle les mariages coutumiers. Alors, la coutume, c'est une habitude. Comme on dit, une fois n'est pas coutume. C'est-à-dire, c'est une habitude. Alors, nous avons ici la célébration des mariages par habitude. Mais l'habitude, ce n'est pas une tradition. La tradition, c'est un ensemble de valeurs, un ensemble de normes qui sont créées pour orienter un peuple. Et ce n'est pas une habitude. Il y a une orientation, il y a une destinée, il y a une mission à travers la tradition. Mais ceci n'est pas à travers la coutume, parce que la coutume n'est autre que des habitudes. D'ailleurs, des habitudes qui nous ont été imposées. Dans ce genre de mariage-là, où nous avons une transaction économique, nous avons une coutume parce que nous sommes rentrés dans la coutume judéo-chrétienne de la mise à vente des femmes, dénotant de l'Ancien Testament. Eh bien, nous avons absorbé ces mécanismes où, bien, quand on va marier une femme, eh bien, il faut demander combien tu dois payer. Et là-bas, il va être établi une liste, et puis qu'on va appeler dot, qui est une aberration, parce que qu'est-ce qu'il y a à voir entre dot et facture? La dot, c'est un don. Hein? La dot, c'est un don. Je ne vois pas quelqu'un qui vient chez vous vous dire, voilà, j'ai un cadeau pour vous. Bien, quand il vous donne des cadeaux, et puis il dit, ben, où est l'argent pour les cadeaux que je t'ai donné? Où est l'argent? Il faut donner l'argent. Non, non. Si quelqu'un vous donne quelque chose, il peut demander de l'argent, ce n'est pas un cadeau, c'est une transaction. Et ce que nous masquons derrière les mariages coutumiers, eh bien, c'est une transaction. Bien entendu, je ne suis pas en train de jeter tout ça dans l'eau, mais je suis en train d'évidencer des éléments clés, parce qu'il y a des éléments culturels qui doivent être pris. Il y a les symbolismes culturels. Les symbolismes culturels est représenté par la dot en soi, qui sont un ensemble de biens donnés par la famille de la femme. Parce que la femme est Malkout, c'est-à-dire la terre. La femme est celui qui est le pouvoir de la terre. Geb, c'est un fond nom qui est venu avec le paternalisme égyptien, les patriarcats spirituels qui a dominé même en Égypte antique, où en réalité les vrais noms de la terre c'est Markout, Nout. La terre et la terre font partie de la même entité. Et ce n'est pas une polarité entre polarité féminine et masculine. La terre produit, elle est de nature féminine. Et donc voilà, la femme représente Malkout. Elle est Nout, elle est aussi Malkout, c'est-à-dire elle représente la puissance de la terre, ce qui procrée. Et dans ces cas-là, la femme, quand elle vient, elle doit venir avec des instruments. C'est ce qui représente la dot. Les lobola, c'est que la femme apporte chez elle. Eh bien, dans la tradition aussi, l'homme doit pouvoir démontrer des épreuves, ok? Et dans cette démarche culturelle d'engagement, il y a des éléments qui doivent quand même être reconnus, qui sont justifiables de par la demande de pouvoir parler avec la famille, venir rencontrer. Dans la tradition africaine, on ne va jamais chez quelqu'un main nue. Et donc, dans le cas où on va dans un partage comme celui d'un mariage, eh bien, on apporte certaines valeurs. Et aussi, quand on parle, il y a un prix, parce que dans la tradition mélanéaire, il faut savoir que dans la tradition cosmique, ok, les enfants appartiennent à l'enfant, à la femme, à la famille de la femme. Et donc, il faut une contrepartie énergétique pour que les enfants puissent aussi appartenir à la famille de l'homme et recevoir le nom de leur père. Et c'est ce qui est à tort appelé dot. La dot, ce n'est pas pour la femme. La dot, c'est plutôt quelque chose qui est fait, ok. En fait, c'est là même les mariages, parce que en unissant la famille de l'homme, en unissant cet homme à la femme, en unissant la famille de l'homme et de la femme à travers une offrande qui est donnée, eh bien, l'homme obtient la présence des enfants dans sa lignée aussi. Ces enfants sont aussi figurés dans la lignée de l'homme. Voilà pour ce qui est de cette jurisprudence et ce que nous sommes lancés dans cette réforme Couche Karmite Congo. C'est de la révalorisation des mariages culturels en absorbant le mariage coutumier dans la culture et en la remodelant et proposant non plus un mariage coutumier. Dans le Couche Karmite Congo, nous ne proposons pas de mariage coutumier, mais nous célébrons un mariage culturel qui, lui, annule les mariages religieux, parce que nous ne sommes pas de nature, nous avons une religiosité qui nous représente. Donc, nous absorbons les mariages religieux, nous absorbons des parts les mariages coutumiers et proposons un mariage culturel avec un système des offrandes où
entre guillemets, de dot qui est fixé par les régimes culturels, qui définit la démarche, qui réédite, qui donne l'ordre et des noms bien précis, hein, parce qu'aujourd'hui on dit non-présentation, pré-dots. Comment pouvons-nous parler des manifestations culturelles avec des expressions étrangères? Sommes-nous des Français pour dire, voilà, il y a une présentation et puis il y a une dot? Non, il faut des terminologies bien précises dans cette discipline. Sinon, nous sommes en train, nous sommes nulle part. Il faut une terminologie propre à la culture Kush Kamit Congo qui définit, qui donne les termes, qui donne une discipline et qui produit un code familial dans lequel nous avons une section dédiée au mariage où toute personne sait exactement comment c'est fait. Et il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas d'habit parce qu'il y a une discipline qui rentre. Et dans ces contextes, nous avons aussi prévu une école pour les mariages, c'est-à-dire un système où les filles à partir de l'âge de 12 ans, les filles à partir de l'âge de 17 ans commencent une formation au mariage, parce que le mariage est une étape importante, non seulement pour l'individu, pour la communauté, et la communauté, pour en bénéficier davantage, doit pouvoir préparer cette personne qui va au mariage. C'est-à-dire, c'est ainsi que dans le Kush Kamit Congo, à partir de l'âge de 17 ans, la fille commence à être préparée au mariage pour une préparation qui dure 3 ans. Durant ce cours de 17 ans à 21 ans, elle peut se marier durant ou après. Comme les garçons est introduit à cet âge, à un état un peu plus avancé, à 19 ans. À 19 ans, c'est-à-dire avec un écart de 10 ans, les garçons rentrent dans la phase de la préparation au mariage qui aussi part de 19 ans jusqu'à 22 ans. Elles peuvent se marier durant le processus ou à la fin du processus. Ce mécanisme est très important parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle les Malongue Diadikuela. Malongue Diadikuela, c'est un endroit où différentes personnes viennent, fiancées ou pas, où ils vont trouver leurs compagnons de la vie à l'intérieur de ces mécanismes. Bien entendu, nous devons trouver des expressions pour quand on dit fiancé, et nous devons avoir une expression culturelle qui dit c'est quoi un fiancé, c'est quoi une fiancée, comment il définit, comment cet chapitre et disons quelle est la loi qui va avec. Alors, et de cette manière, nous savons que quand on vient dans les Malongi, on sort marié. Quand on vient au Malongi pour une fille entre 17 ans et 21 ans, on sort marié. Quand on vient au Malongi en tant que garçon de 19 ans en 22 ans, quand on finit, on sort marié. Il y a les facteurs contrôle de la prospérité qui vient de la communauté, parce que c'est la communauté Kush Kamit Congo qui organise tout le mariage Kamit Congo depuis le début jusqu'à la fin. Il y a ces facteurs-là. Mais il y a un élément encore plus important qui est celui de l'ordonnance du mariage, dans le sens qu'il y a une discipline apportée au mariage. En termes de droits et devoirs. Quels sont les droits et devoirs de la femme? L'enquête. Quels sont ses droits et devoirs à l'intérieur des mariages? Quels sont les droits et devoirs du bakala, l'homme, dans les mariages? Ceci pour éviter à des abus, des comportements, parce que cette discipline prévoit aussi un régime de sanctions dans le cas où l'homme ou la femme ne s'atteint pas aux engagements tels que faits. C'est-à-dire, il y a un régime d'accompagnement culturel qui s'impose, où la femme ne doit pas se trouver à battre la femme sous peine des amendes, où l'homme ne doit pas, où la femme ne doit pas manquer de respect à son mari sous peine des amendes. Il y a un régime qui s'impose, qui conditionne et qui accompagne, garantissant le bien-être des familles, garantissant l'épanouissement des familles, garantissant la prospérité, parce que la prospérité ne peut naître dans le désordre. Pour que nous puissions parler de prospérité, nous devons vivre dans un régime où il y a l'ordre. C'est dans ce sens que le Kush Kamit Congo présente une réforme de la famille Kush Kamit Congo à travers les mariages, à travers la discipline dans les domaines des mariages, dans le cadre de la religiosité Kush Kamit Congo, pour maintenir la prospérité à l'intérieur. Et bien entendu, j'ai présenté, c'est une première présentation, il y a plusieurs arguments, et dans les jours prochains, nous allons présenter les documents en soi qui, lui, vient discipliner les domaines que nous appelons les droits des familles Kush Kamit Congo. Ok, les Kinkuludia Diamakwela Kush Kamit Congo, ok, où nous avons les Kinkuludia Nkanda Kush Kamit Congo, qui nous donne un régime
complet, de respect bien énoncé. De cette manière, nous avons la possibilité de pouvoir répondre à la problématique des femmes qui restent sans se marier à l'âge de 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Et nous trouvons aussi une réponse à la difficulté des hommes de se retrouver adéquats à se marier, à trouver une compagne adéquate qui est en train de fonctionner en phase avec, qui soit en phase avec lui, tout comme aussi dans les couches Kamit Congo, nous avons une dimension économique qui permet aux hommes et aux femmes de pouvoir se retrouver. Brisant définitivement ces liens de dépendance féminin vers le masculin, parce que généralement, le système colonial dont nous avons été l'héritier, la femme est toujours sous la dépendance de l'homme. Ce régime n'a rien à voir avec un régime africain, c'est un système de dépendance coloniale qui nous est resté comme une forme de cadeau empoisonné. Eh bien, il faut ouvrir les potentialités, il faut éduquer les hommes comme les femmes à la découverte et à l'expression de leurs propres potentialités. Mais la famille est un besoin important, c'est les noyaux fondamentaux de la civilisation Couche Kamit Congo mélanoderme en général. Et donc, une discipline importante est nécessaire. Quand la famille n'est pas disciplinée, eh bien, tout ce qui en sort ne pourra pas être discipliné et le résultat final qui en découlera sera le désordre manifesté et complet dans tous les différents étages de la société mélanoderme telle que nous sommes en train de la connaître aujourd'hui. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous lançons un appel à tous les hommes, à tous les garçons qui trouvent comment se retrouver, comment se marier, dont l'âge est en train d'avancer, qui sont préoccupés. Mais je vous dis, vos préoccupations sont légitimes du moment où vous n'avez pas une dédication consonne au mariage. Tout comme nous parlons aussi aux femmes qui se remplissent les églises des rêves, qui sont là à chercher à se marier, en pensant que Yahweh viendrait donner mariage. Non, il y a un travail à faire. Ce n'est pas en priant qu'on obtient le mariage, mais détrompez-vous. Il y a un travail à faire, il y a une mise en page, il y a une discipline, il y a un travail énorme à être accompli d'approchement, ok, d'assainissement, ok, de mise en page et de développement. Le Couche Kamit Congo vous offre cette opportunité en vous présentant dans le Couche Kamit Congo, en intégrant les mouvements religieux Couche Kamit Congo. Vous pouvez trouver la compagne ou les compagnons qui fait pour vous dans votre vie. Mais ici, dans le Couche Kamit Congo, nous ne sommes pas animés d'un esprit égoïstique, de nature individualiste. Ici, nous engageons dans la communauté parce que nous réalisons en force des choses que ce n'est qu'à travers la communauté que nous pouvons réaliser des biens. Ce n'est qu'à travers la communauté que nous serons à mesure de produire de la prospérité pour tout le monde. Voilà donc cette première présentation, qui n'est pas le lancement de la réforme. Quand la réforme sera prête, nous allons vous lancer. C'est un travail qui est en train d'être fait en communion avec l'afrocentricité internationale de Ngunza Labola, d'Intoma Lobola et Londo, Mobeti Lokole Moteti Ndika. Et nous vous présentons une première étape vers une réforme de la famille culturelle. Et aussi nous donnons à tous ces problèmes, à toutes ces familles qui ont beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de familles avec beaucoup de problèmes, des familles de jeunes qui ne savent, qui sont vraiment noyés dans des difficultés, qui ne savent et comment avancer. Et cet mariage est devenu comme une prison. Nous vous donnons aussi la possibilité d'encadrement. Si vous avez ce genre de difficultés dans votre couple, vous pouvez aussi vous réverser, disons, retourner vers nous. Nous savons comment vous guider dans cette parcours. Bien entendu, nous vous intégrons. Nous sommes dans la communauté Couche Kamit Congo et les aides, ok, sont de nature gratuite dans la communauté Couche Kamit Congo. Cependant, nous ne sommes pas, comment je peux dire, exclusives. Nous ne les exclusons pas. Nous recommandons l'adhésion de la vie Couche Kamit Congo où vous obtenez les majeurs
de tout ce qu'ils peuvent tenir, mais tout ce qu'ils peuvent, qui sentent qu'ils ne sont pas encore prêts, mais sentent les besoins quand même de résoudre des problèmes qu'ils ont, nous vous acceptons à même, mais vous savez, en ce moment-là, vous avez des frais de consultation. Bien entendu, ces frais de consultation ne sont pas faits dans l'objectif de créer une économie d'échelle, mais plutôt dans le but de vous encourager d'intégrer une culture, la culture, votre propre culture, où rien ne vous est vendu. Quand vous vous identifiez comme une personne n'appartenant pas à la culture Kush-Kamit Congo, c'est normal que nous vous demandons une contribution économique, une contrepartie, parce que vous êtes en train de... vous serez en train de prendre quelque chose, de vous nourrir de quelque chose qui ne vous appartient pas. Cependant, quand vous appartenez à la communauté Kush-Kamit Congo, eh bien, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Vous avez besoin de contribuer par votre travail, pour votre présence. Eh bien, c'est la première fois. Je défie quiconque à me présenter un mouvement qui s'est présenté avec un projet, un plan bien déterminé à discipliner la matière, regardant la discipline du mariage, tout simplement dans le but de pouvoir reprendre une élan de prospérité, tout en sachant, tout en définissant, tout en réalisant que la famille est le point central et la colonne vertébrale de la communauté, de la société, d'une nation, d'une race, et que si les familles sont laissées à elles-mêmes, si les familles ne sont pas disciplinées, eh bien c'est comme si nous avons déjà échoué. Dans toutes les autres cultures que nous pouvons voir aujourd'hui, le mariage est quelque chose qui est très culturel, la famille est quelque chose qui est très important, elle est soignée, on prend soin de la famille, on apprécie la famille, on aide les familles. Vous voyez les aides économiques qu'il y a à travers l'Occident, l'Asie, comment à la famille est réservée une place de choix, une place de prestige. Eh bien, les Kush-Kamit Congo se lancent dans cette même voie. Si vous voulez nous contacter dans cette problématique, vous pouvez appeler à travers WhatsApp en appelant le numéro 0044 773632 0959 et demander Baba Kinkelo Wamazulu, Kufu Imotepatu Morachango. Vous pouvez aussi nous écrire sur culture avec K, culture noire kémétique @gmail.com, ou vous pouvez directement nous visiter notre website www.kushkamitcongo.com. Doua Necher, Doua Amon Ra, Doua Neb Ercher.